Quand j'étais élève, c'est le personnage de Cicéron qui me fascinait, mais depuis que je fais la politique, c'est le personnage de César, parce qu'il est l'un de ceux qui ont créé l'État moderne. César a posé le principe, il n'y a pas de république sans légion. C'est-à-dire aucun État fort ne peut exister sans armée forte. Mais c'est en même temps Cicéron qui a posé le principe non seulement de la séparation, mais de la soumission de l'armée au pouvoir civil. Il dit Quedant armatogae, que les armes les cèdent à la toge. Ces deux principes-là, qui sont encore en vigueur aujourd'hui dans tous les États modernes, datent de cette époque-là, à peu près 50 ans avant Jésus-Christ. On croit avoir fait de grands progrès, mais on est encore dans les institutions de l'Antiquité. Dans l'action politique, la pensée est aussi importante, sinon plus, que l'action elle-même. On ne peut pas faire une passe sur la théorie. On ne peut pas faire une passe sur la réflexion. Tout commence à Mama, petit village du centre-ouest ivoirien. Quand Laurent Gbagbo pousse son premier cri le 31 mai 1945, qui imagine la destinée singulière qui sera la sienne? Du plus loin que mes souvenirs me portent, nous sommes à Agoville. Papa était agent de police. J'étais au CP1, je n'aimais pas du tout aller à l'école et j'ai trouvé tous les prétextes pour ne pas y aller. Le matin, on se bagarrait, papa était au travail. Et j'attends midi. Quand je vois papa arriver, je commence à pleurer alors que la bagarre s'est peut-être produite aux environs de 9 h pour que papa me demande qu'est-ce qui s'est passé. J'allais à l'école et j'ai vu un monsieur qui faisait un meeting sur ce qui est aujourd'hui une grande place à Agoville. C'était Auguste Denise. Il faisait un meeting pour le compte du PDCIRDA. Je me suis arrêté quelques minutes à regarder et puis j'ai continué. Mais ça m'avait plu de voir que quelqu'un parlait et puis les gens venaient de partout pour l'écouter. Dans le même temps, chez nous, papa était dans un autre parti politique, la SFU. Mon père a pris sa carte de SFU en 1947. Il me l'a donnée quelques années avant de mourir. Donc j'entendais toujours parler de politique. On s'est retrouvés quelques années après à Gagnoua. Et nous avions pour tuteur une cousine de maman au quartier Gula. C'est là que nous avons appris à parler le malinqué, le Gula que nous continuons de parler. Et après, papa l'a amené au séminaire Saint-Dominique, Savio. Laurent et moi, nous sommes connus au lycée classique. J'étais élève à l'école normale d'enseignement de Dabou. Je suis venu au lycée classique pour faire une terminale de C. Gbagbo est venu de Gagnoua, il était dans un séminaire à Gagnoua. Et il nous a trouvés en classe de seconde, l'année scolaire 1962-1963. À l'époque coloniale, on allait à un âge assez avancé à l'école. J'étais allé un peu plus âgé qu'eux. Et nous avions un groupe, je l'appelais le cavalier intrépide. Parce que quand vous lui donnez des instructions, en une nuit, il fait le tour de la cité, le mot de passe, il l'avait. Moi, je faisais les mathématiques. Je n'étais pas très brillant dans les lettres. Et quand je voyais ce que Gbagbo faisait avec les lettres, j'étais très admiratif. Adolescent brillant et frondeur, Laurent Gbagbo découvre brutalement l'implacable réalité du parti unique quand son père est arrêté dans le cadre de ce que l'on appelait les faux complots de 1963.
À l'époque, on passait des concours de français et de culture générale. Et les meilleurs étaient récompensés par des colonies de vacances en France, à Biarritz. Donc cette année-là, j'avais été sélectionné et je devais aller à Biarritz. Il était 13h, je m'en souviens comme si c'était hier. Et puis je vois papa dans la cour avec 2 gendarmes. Papa les amène donc dans ce qui lui servait de salon. Et puis ils disent, nous venons de recevoir la décision de vous arrêter et de vous transférer à Yamoussoukro. Vous avez 15 minutes. Si vous voulez rentrer dans votre chambre, mettre de l'ordre dans vos bagages, nous vous attendons. Il leur a répondu ceci. Vous savez que je suis militaire. Vous venez m'arrêter, vous me l'annoncez. Et vous me donnez 15 minutes pour rentrer dans ma chambre. Et si j'ai un fusil, que je prends ce fusil, que je vous descends. Je ne le ferai pas à cause de mes enfants. Emmenez-moi. Puis papa est parti. Papa est parti, c'était notre soutien. C'était dur pour nous. Nous étions une famille nombreuse. J'étais l'aîné, j'avais 19 ans. Évidemment, sans aucune ressource. C'était terrible. On était tous les 3, maman, lui et moi. Et puis il dit à maman, voilà ce que je vais faire, je vais travailler. Alors maman s'est levée comme un tigre et dit, jamais, de mon vivant, moi, je ne suis pas du tout allée à l'école. Mais tous les 2, vous irez jusqu'au bac. Ça m'a marqué parce que ça m'a révélé le caractère vraiment généreux de mon frère. C'est depuis ce jour que j'ai définitivement su qu'il n'y avait pas de vrai complot. Parce que papa n'était pas un homme à comploter. Il était un homme à vous dire ce qu'il avait à vous dire. Il n'était pas un homme à comploter. Et puis pour qui comploterait-il? La fin des années 60 est une période de bouillonnement dans les campus universitaires. Au sein de l'UNESI, organisation de la jeunesse estudiantine ivoirienne, les trublions marxistes prennent le dessus sur la tendance soutenant le président Houphouët-Boigny. En 68, nous allions au Congrès pour confirmer Konu Tiwoko ou le remplacer. Et j'étais candidat pour le remplacer. Mais nous avions pris une clause au Congrès de 67 qui écartait tous les partisans du Houphouët-Boigny. Le président Houphouët même a essayé de l'amener à lui pour être le responsable des étudiants. Il a envoyé le journaliste Jean Kessé entretenir le groupe de Gbagbo Laurent. Il leur demandait d'accepter de venir avec lui, que Gbagbo Laurent soit son candidat. Quand vous avez un journaliste attaché à la présidence qui vient donner de l'argent, où le journaliste va sortir 5 millions pour venir corrompre un étudiant, à l'époque, où un maîtrisard n'avait que 58 000 francs de salaire. Le lendemain, lorsque Kessé est venu pour prendre la réponse, Gbagbo Laurent a dit que lui, il désistait, il ne se présentait plus. Et personne dans son groupe n'a voulu se présenter. Avant d'aller rencontrer mes amis et leur annoncer que j'ai renoncé à ma candidature, je suis d'abord allé voir mon père. J'ai dit, papa, voici ce que Houphouët me propose. Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, mon fils, si tu es venu me voir, c'est que tu veux dire non. Eh bien, va et dis non. C'était lèse-majesté à l'époque. Houphouët était Dieu. Il a été déifié depuis 1946. Alors, aller contre Houphouët-Boigny, c'était aller contre la volonté de Dieu. Et tes parents t'abandonnaient. Quand on n'est pas d'accord avec une politique, il faut dire non. Et mon père m'a toujours enseigné ça. Dans ces conditions, le président Houphouët-Boigny a demandé au ministre de l'Éducation de l'époque, Lambert Amontano, de prononcer la dissolution de l'UNESI. Le président Houphouët avait dissous cette association et avait créé à sa place le MESI, le mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, qui était un mouvement inféodé au parti unique. C'était la branche scolaire du PDCI-RDA. Nous n'avons pas accepté cela. Donc nous nous sommes mis en grève, on nous a arrêtés et nous avons fait 15 jours à Akwedo. C'est là que j'ai découvert les camps militaires. J'ai connu le président Gbagbo de loin comme opposant à notre régime, un étudiant turbulent, mais pas méchant, pas mauvais. Il n'a jamais cassé, il n'a jamais tué, il n'a jamais agressé. À aucun moment, il n'a
utiliser la violence ou prôner la violence. Le président Houphouët le respectait beaucoup pour ça. Je ne sais pas si ces arrestations ont contribué à forger ma vocation politique. Je sais qu'elles m'ont convaincu que des injustices existent et qu'il faut les combattre. We can all see in the future. Après l'épisode Unissi, les étudiants grévistes sont envoyés en France pour y poursuivre leurs études. Titulaire d'une licence, Laurent Gbagbo abandonne le latin grec pour une maîtrise d'histoire. C'est arrivé en France que nous avons rencontré Zadi Zarou Bernard. Zadi Zarou, qui était déjà dans les cercles marxistes, nous a donc coopté, accueillis, Assou Adou et moi, et nous avons mis sur pied une cellule marxiste à Strasbourg. Moi j'étais à Paris, nous étions 4 dans la cellule, les 3 autres étaient à Strasbourg. Il y avait Traoré Mamadou, il y avait Assou Adou, il y avait Zadi Zarou Bernard et il y avait moi-même. C'est en ce moment-là, pendant l'hiver 69-70, que nous avons créé l'ancêtre du FPI, dans la chambre d'étudiants de Assou Adou à Strasbourg. C'est là, et nulle part ailleurs. Moi j'étais resté pour maintenir la pression. On ne quitte pas vite l'université. Je change de section. Ça me donne encore des années dedans. Alors on forme les gens. Le ministre de l'Éducation nationale, Laurent Guédé, est venu faire un tour en France. Il nous a mobilisés sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants et que tous ceux qui voulaient rentrer étaient les bienvenus. J'ai dit que dès que j'ai fini ma maîtrise, je rentre. Ce que j'ai fait, et je suis aussitôt affecté au lycée classique. À un de ses cours, il y a eu une altercation entre lui et la fille de l'ambassadeur d'Israël. Et ça a failli conduire à son arrestation, n'eût été la mobilisation de tous les élèves de toute la Côte d'Ivoire. Donc le président Houphouët a reculé. Il a même fait partie l'ambassadeur et sa fille. Il a avancé le congé de Pâques pour que les élèves et les étudiants partent en congé vite. Et puis il m'a fait arrêter. Mais nous étions 3 enseignants à être arrêtés. C'est là que, à la vérité, pour la première fois, je me suis trouvé devant le professeur Gbagbo Laurent. Nous étions de hauts serviteurs de l'État, moi directeur de cabinet, Jenny directeur régional de l'enseignement secondaire du Sud, et lui professeur, mais de nos 3, nous étions les 2 plus proches du régime, et de nous voir en bleu de travail sur une estrade nue, ça l'amusait beaucoup, il s'était mis à se moquer de nous. Nous n'avons pas voulu seulement nous laisser prendre par la chose militaire. On était tous quand même des étudiants, des enseignants, donc on avait quand même des moments de choses, de réflexion, des moments de débat, aussi des moments où on arrivait aussi à se projeter dans la vie. Il y avait un terrain de football qui n'intéressait pas les quelques soldats qui étaient là. On s'est mis à défricher ce terrain et puis on s'est mis à organiser carrément un championnat de football. C'était la vie même à Séguéla, avec les privations et tout. Puis les actes aussi de courage à certains moments. Nous avions droit normalement à 1500 francs par mois comme pécule. Comme nous avons été pris en dehors de la période budgétaire normale, nous avons eu notre pécule aux alentours du mois d'août et on nous a fait le rappel. Et chacun a eu 7500. On a pensé qu'on pourrait organiser une sorte de soirée culturelle. Il a pensé à écrire Soundiata. On a été tous les acteurs d'un moment. Dans le titre n'était pas d'ailleurs Soundiata. C'est les éditeurs qui m'ont en quelque sorte obligé à mettre un titre plus neutre. Parce que le titre que je lui ai donné à ce texte, après l'avoir écrit en 71, c'était « Et le lion rugira ». C'était l'hymne à l'Afrique, l'hymne à l'unité. Qui, plus que Soundiata, a réalisé l'unité de ce sous-continent qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest. Si cela a été possible avant, cela peut être possible aujourd'hui. Et cela doit être possible pour demain. Nous avons fait 22 mois ensemble. 7 mois à Séguéla et 15 mois à l'EFA, à l'école des forces armées de Bouaké. L'armée lui a apporté beaucoup. Le commandement, le sens de l'autorité, puis la connaissance. La discipline militaire. J'ai connu les hommes qui la dirigeaient et qui allaient la diriger après, dont le général Guy Robert. Je l'ai connu, il était capitaine. C'était une punition.